Ça, c'est pour c'est leur sur. J'ai pas pris de risque. Oui. C'est bien. Oui, il y a 59, 57. Donc vous aurez un micro pour 3. Et puis vous avez la chance pour 2. D'accord. Ouais. Donc il s'allume tout seul, je pense. Eh bien, il est 11h pile, donc nous allons commencer à l'heure. Je ne sais pas si nous finirons à l'heure, mais donc bienvenue pour cette première grande table ronde de l'édition UAV Show 2023. C'est la 7e édition de l'UAV Show. Et donc moi je suis heureux de vous retrouver ici, puisque depuis le début, j'ai la chance, le privilège, et puis d'animer ces tables rondes. Donc j'ai conservé la confiance tout au long des années de Bordeaux Techno West. Donc j'espère que je serai encore à la hauteur cette année pour être là pour la 8e édition dans 2 ans. Hein, donc voilà, ça c'est mon objectif. Alors, avant. Donc... oh, mais c'est bien, ça se remplit. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette première table ronde. Bienvenue aussi aux viewers qui vont pouvoir nous suivre sur Jumpseat. Jumpseat, c'est la chaîne Twitch d'Aérobuzz. Donc cette année, on va permettre donc à un public extérieur de pouvoir suivre en direct toutes nos tables rondes. Ça, c'est vraiment une nouveauté de l'édition 2023 pour l'UAV Show. L'UAV Show rentre dans l'ère de Twitch. Voilà. Donc moi, je suis Gilles Roy, je suis le rédacteur en chef d'Aérobuzz, un site d'information aéronautique. Aérobuzz qui à l'origine s'intéressait exclusivement aux avions, aux hélicoptères, aux ULM, à tout ce qui vole avec un pilote dedans. C'est intéressé aux drones très très rapidement, et c'est pour ça que Aérobuzz est partenaire de l'UAV Show depuis le tout début. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, nous allons donc retransmettre les 4 tables rondes sur la chaîne Jumpseat d'Aérobuzz. Et puis Adrien Selvon, qui est juste là-bas en bout, sera la voix du chat. C'est lui qui remontera les questions du chat. J'espère qu'elles seront pertinentes, ces questions. Donc on mixera à la fois vos questions de la salle. Il y aura un micro ici qui sera à votre disposition. Donc je vous le redirai, mais il faut vraiment bien parler dans le micro, parce que sinon ceux qui nous suivent en live ne pourront pas entendre vos questions, ils n'entendront que les réponses. Donc voilà. Donc avec moi autour de cette table ronde, alors oui, j'allais le dire. Elle m'a coupé la parole, la dame. Donc, après, on pourra fermer la porte, peut-être. Hein. Voilà. Les drones au service de la protection de la population, des événements, des sites et des espaces naturels. Tout un programme. Initialement, la table ronde s'appelait les anges gardiens. Donc... Vous êtes les anges gardiens là, pour cette première table ronde. Alors, qui sont nos anges gardiens? Eh bien, Nicolas Biloc, vous êtes directeur général d'Azur Drone. Christophe Lacaze, responsable technique UAS chez Scalian. Hein. Stéphane Moreau, directeur projet innovation technique chez Domo France. Audrey Pan, Product Line Manager drone chez Thales. Et tout au fond, le capitaine Benoît Isner, chef des services cartographie et surtout, en ce qui nous concerne, référent drone au SDIS 33. Alors, dans un premier temps,
je vous propose de faire un tour de table pour voir concrètement comment les drones sont utilisés aujourd'hui dans la protection de la population, des événements, des sites et des espaces naturels. Dans un deuxième temps plutôt, la table ronde, on passera en revue les blocages qui freinent le développement de ces utilisations. Et enfin, parce que nous y croyons, nous évoquerons ensemble les développements possibles à plus ou moins longue échéance. Alors, le mode d'emploi, c'est donc trois thèmes. À la fin de chaque thème, vous pourrez poser vos questions. Le chat aussi pourra poser ses questions via Adrien. Alors on sait que le chat est un peu indiscipliné, il a tendance un petit peu à poser des questions quand ça lui chante, hein. Donc ça sera Adrien de jouer le modérateur. Alors on va commencer, quand on parle de protection, on va commencer tout de suite avec les pompiers. Le capitaine, je ne vais pas vous appeler capitaine donc ce sera Benoît ou Benoît Isner, ça ira ? Bon, voilà. Nous ne sommes qu'au début et il y a encore beaucoup d'utilisations possibles, tant en milieu urbain qu'en milieu naturel. Aujourd'hui, comment les SDIS, parce que vous ne vous occupez pas simplement du SDIS 33, vous avez une vue d'ensemble de la région, comment les SDIS utilisent-ils les drones ? Alors effectivement, donc je suis venu avec mes collègues des autres départements aujourd'hui à l'UAV Chaud, hein, de l'ancienne Aquitaine, qui ont une dynamique commune. Donc on est fédéré aussi avec le groupement d'intérêt public, le JPATGRI, qui est présent en co-exposant avec nous pour lancer toute cette dynamique drone. Alors les drones dans les services de secours, ça a été développé au fur et à mesure de l'ouverture au grand public. Le drone est surtout utilisé chez nous comme un outil permettant aux commandants des opérations de secours d'avoir une vision beaucoup plus globale du sinistre. Et c'est un appui au renseignement qui est utilisé par nos différentes équipes. Donc, comme vous l'avez évoqué, c'est assez vaste dans toutes les missions de sécurité civile que l'on peut avoir, qui sont soit les incendies, les risques technologiques et naturels. Voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt dans une utilisation du drone comme un appui au renseignement, mais bien évidemment, on suit avec attention toutes les autres utilisations du drone effecteur aussi, qui pourra être fait par la suite. Donc ça signifie que c'est un drone qui est équipé de caméras, de capteurs ? Effectivement, donc là on est surtout sur une vision tant dans le spectre visible, mais aussi le spectre thermique, hein, qui nous permet de pouvoir voir les évolutions de fronts de flammes, ou comme vous avez pu le citer, hein, l'année dernière avec les feux de forêt et les feux qui s'enterrent notamment dans le sol, de pouvoir détecter les points chauds et d'optimiser le travail de nos équipes présentes sur place. Donc là, par exemple, sur les feux de forêt de l'année dernière, c'était, dans un deuxième temps, c'était plutôt une surveillance sur la longue durée ? Alors, soit dans une phase initiale, lorsqu'il n'y a pas de moyens aériens habités, hein, pour éviter la confliction entre les moyens aériens habités et les drones, mais sinon aussi dans un deuxième temps, dans une partie de surveillance, comme je vous expliquais, c'était de pouvoir voir précisément à quel endroit étaient situés les points chauds dans le traitement des lisières et éviter les reprises de feu. Donc on optimisait le travail de nos personnels au sol en leur indiquant les points les plus chauds. Donc les drones ne sont pas utilisés systématiquement sur toutes les interventions ? Alors on va les utiliser effectivement dans des opérations qui commencent à devenir significatives ou lorsque un besoin spécifique fait poindre leur utilisation. Donc, mais après sur tout type d'opération, aussi bien dans un contexte urbain que dans un contexte naturel. Vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé à vous intéresser aux drones en même temps que les drones apparaissaient pour le grand public. Donc ce sont toujours des drones du grand public que vous utilisez, ou vous utilisez aussi des drones spécifiques ?
À l'heure actuelle, la majorité de la flotte des sapeurs-pompiers en France est surtout sur du drone, effectivement grand public. Après, on reste quand même à l'écoute des nouvelles technologies qui peuvent se développer et leur facilité d'utilisation aussi, parce qu'avant tout, on est des sapeurs-pompiers et accessoirement des télépilotes et des usagers du monde aérien. Donc il faut aussi qu'on arrive à trouver ce juste équilibre entre cette hyper-spécificité et notre travail de tous les jours. Alors, hyper-spécificité, Nicolas Bilecoq, vous avez développé un système qui est très spécifique et qui est vraiment adapté à une mission particulière, qui est donc la surveillance de sites industriels, de grands espaces. Oui, effectivement, on a essayé chez Azure Drone justement de traiter ce sujet-là, qui est le fait que nos clients ne sont pas des spécialistes du drone, ont des missions qui leur sont propres, et donc on leur permet d'installer sur leur site, donc la plupart du temps c'est des sites industriels ou sensibles, un système et toute une infrastructure et qui comprend notamment un système drone et une station sol, et de pouvoir opérer ce système sans passer par une formation complète et avec l'ensemble du soutien des équipes d'Azure Drone à distance pour opérer les systèmes. Donc ça nous permet, et ça permet à nos clients d'avoir accès à des moyens aériens pour exactement les mêmes raisons qu'évoquées là, donc avoir une vision des situations, faire de la gestion de risque, faire de la surveillance permanente, d'avoir accès à ce moyen aérien de manière permanente et avec potentiellement de très forts niveaux de récurrence. On a certains de nos clients qui utilisent le drone entre 10 et 20, jusqu'à 20 fois par jour sur le même site pour des fins de surveillance classiques. Donc vraiment, c'est ce qu'on a travaillé, c'est ce qu'on travaille depuis des années chez Azure Drone et ce qu'on a déployé depuis 4 ans. Donc des services de pompiers, des services de sécurité des sites sensibles utilisent ce système très fortement automatique pour réaliser ces missions. Alors, il se présente comment ce système? Alors, on a eu l'occasion de le voir, vous l'avez exposé les années précédentes. Vous avez même fait une démonstration à Sainte-Hélène. Tout à fait, il est toujours exposé. Je vous invite à venir le voir ensuite. Il est exposé ici à l'UAV Show. En fait, pour pouvoir justement retirer la charge de l'exploitation à nos clients, le système il se compose à la fois d'un drone, d'un vecteur aérien qui réalise ses vols de manière automatique, qui dispose d'une caméra dans le spectre visible et le spectre thermique, qui peut disposer d'autres capteurs, on en reparlera peut-être par la suite, et il dispose également d'une station sol. Donc en fait l'ensemble des opérations qui sont normalement réalisées par un télépilote au sol, à savoir éteindre le drone, le recharger, le mettre à l'abri, préparer pour la nouvelle mission, est réalisé par une station sol qu'on installe de manière permanente sur les sites. Et qui est complètement autonome. Et qui est très fortement automatique, alors autonome au sens où elle ne prend pas de décision, elle-même, comme globalement dans tout l'usage d'objets aériens, il y a toujours une personne qui décide de lancer une mission, d'envoyer la mission, qui valide telle ou telle mission. Mais ce qu'on arrive à fortement automatiser, par exemple, c'est une liaison entre une détection périmétrique ou une détection périmétrique, ça veut dire donc un capteur sur l'enceinte du site, ou un capteur incendie, ou un capteur de telle ou telle autre nature qui donne une coordonnée sur le site et propose à l'opérateur une mission pour obtenir très rapide. Donc c'est l'opérateur qui déclenche le départ, d'accord. Il part sur proposition du système. D'accord. Et vous avez combien de sites équipés comme aujourd'hui ? On a plus d'une vingtaine de sites équipés. Et en France ou... Alors en France, en Europe, puisque la réglementation européenne nous a permis assez vite de nous déployer en Europe, au Moyen-Orient et même un petit peu plus loin. En Nouvelle-Calédonie et puis en Argentine bientôt et même au-delà. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est établir un standard de marché, expliquer à nos clients qu'effectivement cette technologie drone qu'ils ont tous découvert il y a quelques années, dont ils ont compris également les difficultés d'accès pour eux. Quand on est un client industriel, on n'est pas un droniste, on n'est pas un opérateur de drone, et on leur propose justement de faciliter cet accès pour des usages multiples, principalement de la sécurité, mais également de l'inspection, de la détection d'émissions de méthane par exemple. C'est des choses qu'on fait, qu'on travaille avec nos clients.
Un drone qui intervient 10 à 15 fois par jour, comme vous le dites, est-ce que ça nécessite un entretien spécifique, une maintenance Alors, cette partie-là, et merci de me poser la question, pareil, je viens du monde aéronautique et j'étais dans des tas d'objets aériens avant de rentrer dans le monde du drone. Et effectivement, des drones, c'est des objets aériens et ça ne peut pas voler sans une certaine supervision. Supervision qui peut être faite par le télépilote ou par des mécaniciens. Nous, on a travaillé justement à automatiser et à rendre possible le fait de laisser un objet aérien sur site sans intervention, avec un minimum d'intervention de nos clients. Donc il y a une simple inspection une fois par semaine et tout le reste du maintien en condition opérationnelle, de la maintenance, est réalisé par nos équipes à distance, principalement, avec une surveillance à distance par la télémétrie. Et puis on a également des équipes opérations qui sont capables de se déplacer, si besoin, sur nos différents sites. Donc c'est un service complet qu'on offre à nos clients, également pour qu'ils n'aient pas à subir la charge du maintien en condition opérationnelle de leurs équipements. Ok. Alors là, on va passer dans un tout autre domaine, c'est celui donc de l'habitat. Oui. Stéphane Moreau, donc Domo France. Domo France, vous avez sur la région plus de 40 000 logements. Oui. 40 000 logements, donc qu'il faut entretenir. Oui, tout à fait. Et pour cela, donc, ça fait quelques années que vous avez songé au drone. Donc, vous êtes toujours en phase d'expérimentation ou c'est opérationnel? Alors, je dirais c'est opérationnel. Hein, effectivement, comme vous l'avez dit, donc Domo France, bailleur social, 40 000 logements. Nos métiers, c'est entretenir ce patrimoine, gérer nos locataires, réaliser des réhabilitations et développer l'offre. Et c'est vrai que le drone a trouvé sa place dans ces différents métiers. Alors l'histoire a commencé en 2019 dans le cadre du partenariat avec Bordeaux Techno West. On a eu la chance d'avoir notre petit UAV show privé sur notre site. Et donc on a pu présenter aux équipes opérationnelles tout ce que pouvaient faire les drones. Et c'est là qu'on a constaté qu'il y avait un potentiel énorme de ces technologies, ces bijoux technologiques, et toute la capacité des capteurs à acquérir de la data. Donc je dirais cette première phase a déclenché la volonté de réaliser des tests sur notre patrimoine, différents sites, donc dans différentes configurations. Donc on a testé les drones dans le centre historique de Bordeaux, en périurbain, sur des immeubles, etc. Mais alors concrètement, vous l'utilisez pourquoi? Alors aujourd'hui, on l'utilise à la fois pour du curatif et du préventif. Du curatif, lorsqu'il y a une problématique qui se présente sur un patrimoine, le drone nous permet d'accéder justement à des zones inaccessibles et de pouvoir faire un diagnostic et de nous donner des éléments d'analyse. Alors ça peut être aussi dans le cadre de pré-expertise et de comprendre quelle est la problématique et de pouvoir y apporter des réponses. Et l'intérêt, c'est que ça ne mobilise pas des moyens importants, ça peut être très rapide. Quand vous devez accéder à une toiture, celle-ci peut être dangereuse, donc le drone apporte des réponses très satisfaisantes, une bonne information. Et de manière préventive, l'idée justement qui a germé, c'est d'utiliser le drone un peu comme un check-up de la santé de notre patrimoine en vue d'anticiper les pathologies et de les prévenir. Donc c'est inscrit dans le cadre d'un projet financé par la région Nouvelle-Aquitaine, Aquidrone, le développement d'une solution pour inspecter les balcons. Alors vous avez dû voir, malheureusement dans la presse, il y a des événements dramatiques avec des chutes de balcons, et ça c'est quelque chose qui nous interpelle et qui nous soucie. Et donc si on devait inspecter tous les balcons de notre patrimoine avec des solutions traditionnelles, ça nous prendrait un temps infini. Et d'où l'idée de développer une solution qui nous permet d'inspecter et de traiter les données via l'IA. Donc voilà, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur le sujet, qu'on entraîne des modèles. Donc ça s'est fait aussi avec des partenariats avec l'agence Qualité Construction. En fait, on a bénéficié d'un certain nombre d'images d'experts en vue d'entraîner nos modèles, et on est en train de les confronter donc à la réalité, donc de les tester sur notre patrimoine. Donc là, il y a des résultats très encourageants sur des pathologies type fissures, épaufrures, identifier des coulures. Voilà, donc en fait, des informations qui nous sont utiles justement pour juger de l'état du patrimoine, des balcons, du risque.
Et cette solution, on s'est dit, on va l'étendre aussi à toutes les autres éléments du bâtiment, hein, la toiture, la façade. Et l'idée, c'est d'optimiser économiquement l'intervention, faire un scan 3D. Donc ça s'inscrit aussi dans notre politique de digitalisation de notre patrimoine. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser les interventions d'un point de vue économique. Donc ça nous permet... Il y a un très gros potentiel. Il y a un très... Oui. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours au stade expérimental et que vous ne passez pas encore au stade de production? Je dirais, avant de passer au stade de massification, on avait besoin vraiment de fiabiliser l'outil. D'être sûr que... Alors là, quand on parle d'outils, et c'est vrai pour tous, je pense que c'est bien au-delà du vecteur drone. Oui, en fait, c'est avoir les bons capteurs, recueillir la bonne information. En fait, il y a eu tout un travail aussi sur le processus. Donc, on s'est entouré d'experts, de comprendre qu'est-ce qu'il faut regarder au niveau d'un bâtiment, au niveau des balcons, quelles sont les zones vraiment à inspecter, les informations à recueillir, et derrière, comment les traiter. Voilà, donc il y a eu tout ce travail préalable d'analyse, de travail avec des experts. Et puis c'est d'avoir, du moins il y a des choses toutes simples, mais quand vous avez un bâtiment qui est très éclairé, mais en fait qu'il est blanc, vous ne voyez rien. Donc c'est trouver des solutions pour pouvoir justement avoir accès aux informations. Donc voilà, c'est tout ce travail préparatoire qui est un peu long. Puis au fur et à mesure qu'on est rentré dans le sujet, forcément, c'est frotté à des difficultés techniques, etc. Mais ça avance très positivement et on est très optimiste pour la suite. Alors, vous avez parlé d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faut la nourrir, lui donner des exemples, et plus vous en donnez, et plus votre système est opérationnel. Donc là, vous êtes dans une phase de collecte d'informations. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc on a fait, comme j'ai dit, des cas tests sur des patrimoines. On savait que sur ceux-ci, il y avait des pathologies. Et puis, je vous l'ai dit aussi, un partenariat avec l'agence qualité construction. L'idée, c'est de créer une base de données des défauts, des pathologies, pour avoir des milliers de photos qu'on puisse exploiter et entraîner les modèles IA. Voilà, donc ça, c'est en cours. On en est au début. Mais en tout cas, ça fonctionne bien pour les fissures. C'est cette collecte qui va c'est la constitution de cette base de données qui va vous permettre de passer au stade opérationnel. Vous les collectez à quel rythme? Alors là, on est sur un rythme d'une intervention à peu près par mois. Ça fait pas beaucoup d'images. Et puis il y a la base qui est alimentée par les experts. Voilà. Et les experts, c'est-à-dire? Les experts de la construction qui collaborent au projet dans le cadre d'un partenariat avec l'agence qualité construction. Donc de manière anonyme, ils mettent des photos, on ne peut pas reconnaître le patrimoine, mais on a des photos de pathologie, de différents types de pathologies, et comme ça on peut entraîner les modèles. La suite, du moins, je pense qu'on est arrivé à un niveau maintenant d'identification de défauts qui est suffisante. Derrière, on le voit, hein, il y a une masse d'informations. C'est vraiment d'extraire les informations importantes dont on a besoin pour l'analyse, et surtout de pouvoir classifier les défauts. De leur affecter une criticité, ce qui nous permet de traiter prioritairement les sujets critiques et de planifier ou de surveiller ce qu'on aura identifié. Donc ça concerne les balcons, mais c'est aussi d'autres éléments du bâtiment, comme je dis, des fissures, où on peut constater qu'il y a une toiture, il faut la remanier. Donc voilà, on voit que... et par rapport au sujet, par exemple, des balcons, le drone nous permet de voir aussi, des fois, vous pouvez avoir l'été, des piscines sur des balcons. Alors, c'est quand même plusieurs tonnes d'eau. Et les balcons n'ont pas été faits pour ça. Donc, voilà, c'est la petite anecdote. Mais alors, ce petit côté intrusif. Le côté positif aussi qu'on a constaté, c'est que ça a été bien accueilli par nos locataires. C'est une crainte. Parce qu'on pouvait croire que le drone était très intrusif, qu'on allait pénétrer leur vie privée. Et au contraire, dans les piscines, oui, voilà. Mais non, ça s'est bien passé. Et aussi, une autre cadre qu'on avait, c'était au niveau des autorisations avec les communes. Et donc, elles ont vraiment joué le jeu. Et donc, on a pu intervenir vraiment un peu partout sans trop de difficultés. Donc, ça, c'est ce qui montre qu'on peut aujourd'hui presque intervenir partout sur notre patrimoine avec cette solution. Alors là, on a parlé donc de surveillance de sites industriels, de bâtiments. La surveillance des populations, ça c'est votre domaine, Audrey Pan?
entre autres. Ça peut Donc faire je rappelle, partie d'un scope. vous travaillez pour Thales. Voilà, donc Thales, c'est un très grand groupe. Nous, on a fait le choix de développer un drone de grande élongation, donc avec des capacités soit de faire beaucoup d'élongation ou alors de voler de façon permanente sur un point d'intérêt. Ce drone qu'on peut voir sur votre stand. Tout à fait, je vous invite à y passer et à poser toutes les questions que vous souhaitez aussi également. Une des variantes, hein, puisqu'il y aura plusieurs modèles sur le même principe. Exactement. Dans notre portefeuille, on prévoit donc un premier, l'US 100-1, qui aura les caractéristiques suivantes, 15 kg, on est sur 100 km, 2h20 d'autonomie, avec des capacités à embarquer une boule optronique jour-nuit pour répondre à des applications civiles et gouvernementales. Donc sur ces cas d'application-là, on va beaucoup principalement se focaliser sur de l'inspection linéaire, là où les industriels ont besoin de systèmes pour inspecter leurs infrastructures au sol, et là où peut-être des systèmes plus multirotors où l'autonomie ne permet pas d'avoir une profitabilité intéressante. Donc voilà, des solutions complémentaires sur ces exemples-là. Sur aussi des applications qui vont concerner la sécurité, donc population, mouvement de foule, tout ce qui est aussi protection aux biens des personnes. Pour les mouvements de foule, vous pouvez utiliser ce drone-là, c'est pas un drone plutôt à voilure tournante? Tout dépend en fait de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Notre segment, disons que notre compagnie s'est intéressée particulièrement au survol de population. Donc aujourd'hui, c'est un frein. La réglementation interdit le survol de population? Tout à fait. Donc il y a une harmonisation au niveau de la réglementation au niveau européen qui se met en place, et on va aller se positionner sur des hauts niveaux de risque. Donc là où la densité de population commence à être élevée, ou alors un trafic aérien aussi dense ou proche des aéroports. Voilà. Ce drone va répondre à ces problématiques de vol. Et alors, comment ça fonctionne? Ce sont des caméras, c'est un opérateur qui regarde des écrans et qui voit que la foule commence à bouger, ou c'est plus sophistiqué que ça? Alors, on va être sur de l'intelligence artificielle. Alors, d'une part, pour répondre à des fonctions d'autonomie. Tout à l'heure, on parlait d'expérience utilisateur. C'est extrêmement important. Il faut savoir rendre accessible la technologie, pouvoir les piloter, comprendre aussi les données, et puis permettre aux agents aussi qui font l'inspection de réduire leur charge mentale. Donc, comment cela procède? C'est justement ce système d'alerte qui va prévenir sur de la détection d'objets ou de personnes, on va dire anticipées au préalable. Donc voilà, on a du machine learning, de l'IA, tous ces algorithmes de détection automatique qui vont lancer des alertes en fonction des recherches voulues. D'accord. Et alors, Christophe Lacaze, on a gardé le meilleur pour la fin, hein, puisque vous avez un système de protection contre les drones. Ah oui, alors ça c'est un autre sujet. Mais avant ça, merci de passer en dernier comme ça, parce qu'avec notre solution EasyChain nous on est parti plutôt du postulat qu'à plusieurs... Je rappelle que vous êtes responsable technique chez Scalian. Oui. Alors Scalian, vous pouvez nous préciser, nous rappeler un peu ce que Oui, donc c'est. on est spécialisé dans le développement logiciel. On est à peu près 6000 personnes en France et à l'étranger. Et on fait du logiciel sur mesure pour nos clients civils et de défense, voilà, en fonction de leurs besoins. Et donc on a une entité drone qui ne fait que des drones et des solutions de drones pour répondre au même positionnement que nos clients. Voilà. Du coup,
on est parti sur le postulat qu'à plusieurs, on était plus fort et que pour opérer une mission, il fallait enlever le plus d'humains possible. De toute façon, c'est pas la ligne éditoriale de ce qui se passe dans le monde. Hein. Enfin, les pompiers sont de moins en moins nombreux. Sur une piste, on est de moins en moins nombreux. Donc la RH, elle diminue. Donc c'est pas pour ajouter en plus des pilotes. Donc du coup, on multiplie les machines les plus simples possibles, les plus légères possibles, pour qu'elles représentent le moins de danger possible et le moins de doute aux humains qui restent dessous possible. Et du coup, ils opèrent une mission en 100% automatique, même autonome, parce qu'on leur donne une aire de jeu, une aire de travail, et ils s'autodébrouillent. Donc on ne leur donne jamais le chemin à suivre, on ne leur donne jamais autre chose qu'une aire d'opération avec une action à faire. Voilà, et une mission. Oui. Alors, ces missions, c'est quoi en priorité? Alors, en priorité, c'est la cartographie à des fins militaires et civiles. Pour le civil, l'agriculture, on fait des cartographies très très larges. Petit exemple pour l'agriculture, donc avec des drones très très modestes qui font à peu près 4 kg, mais qui sont équipés d'imageurs de haute qualité. On couvre 430 hectares en moins de 4 heures avec un seul opérateur. Donc ça, pour faire de la grille ou faire du search and rescue, il n'y a pas une semaine où on entend parler d'une personne qui a disparu. Ben, au lieu de faire des battues avec des centaines de personnes qui peuvent avoir des doutes, ben, les machines, elles volent. Elles ont une meilleure vision des choses avec des capteurs infrarouges, thermiques. Vous avez déjà proposé cette solution? Plusieurs fois. Et donc apparemment sans succès. Ben, on l'opère plutôt pour l'agriculture, ça c'est un fait. Le reste, je pense que c'est une question de moyens financiers. Ouais. Mais les solutions, elles existent. Voilà, il n'y a pas de problème technique. C'est faisable. Après, on fait du sur-mesure. Voilà, on essaie de réemployer toutes les briques qu'on a développées. Du coup, ça coûte quand même de moins en moins cher. Il n'empêche que le ticket d'entrée, voilà, c'est pas un drone, c'est pas un système du commerce, si vous voyez ce que je veux dire. À la Fnac, c'est pas tout à fait le même tarif que chez nous, mais en même temps, c'est pas les mêmes services qu'on rend. Ouais. C'est ce système-là que vous allez mettre en action jeudi. Oui. C'est ça. Jeudi, lors des démonstrations, de la journée des démonstrations en vol, on aura donc 6 démos, dont celle-ci alors. Voilà, avec notre partenaire DroneVolt Expert. On a intégré notre solution logicielle EasyChain sur leur machine, d'accord, c'est pas nos machines, c'est eux qui vont opérer, donc avec le strict minimum de pilotes. On est en France, il y aura des pilotes, mais ailleurs, une CITEC suffit. C'est-à-dire, vous avez une tablette et vous avez défini la mission. Notre solution permet aussi de simuler la mission et de l'opérer. C'est le même système. Du coup, quand vous arrivez sur le terrain, vous savez exactement ce qui va se passer. Et vous savez exactement le temps que ça va prendre et le nombre d'opérations de refueling que vous allez devoir faire, soit en rechargeant des batteries, soit en rechargeant du consommable. Si vous larguez des sondes, si vous larguez des choses pour l'agriculture, il faut refueler. Donc ça fait des rotations automatiques et l'humain devient l'esclave de la machine. Tant qu'on n'a pas des pods de rechargement automatique, ça c'est l'avenir. Voilà, on se posera demain sur des pods automatiques qui referont le refueling et en matière et en énergie. C'est une évidence. Tout ça en étant derrière un écran à l'autre bout de la Terre. Donc il n'y a pas nécessité, à part réglementaire, à avoir des humains au sol sur la bulle d'active. Pour l'instant, vous en êtes au stade opérationnel, du moins expérimental, ou vous êtes déjà passé au stade opérationnel? Alors on n'a pas vraiment vendu le système à part à Total pour des opérations au quotidien. On les déploie au quotidien sur forme expérimentale. Hier, on était encore sur une expé ONF, donc sur des larges donc là, vous étendues. êtes dans une phase où vous tentez de convaincre un maximum d'utilisateurs potentiels. Voilà, on montre que c'est safe, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des notions particulières, si ce n'est préparer et conduire des missions, encore une fois, derrière une tablette, un ordinateur, jamais aux commandes d'une machine. Et donc plus on prouvera que c'est safe, plus on prouvera que l'humain n'est pas indispensable, si ce n'est pour refueler. Voilà, le vrai frein aujourd'hui il est là, parce que même ça, en automatique, c'est extrêmement cher. Et donc le ROI n'est pas là en fait, pour l'instant, tant qu'on n'a pas des pods
comme nous, les stations-service, vous voyez. Ok. Je pense que on va pouvoir faire une première salve de questions. Alors donc je vous rappelle que là on a fait une présentation de l'existant en quelque sorte. Donc dans un deuxième temps on va parler des blocages qui empêchent le développement, et puis dans un troisième temps on parlera des perspectives. Donc réservez vos questions sur les blocages et sur les perspectives pour la deuxième et la troisième partie. Donc allez-y, du côté du chat, on a des questions. On a peut-être une première question, c'est même une double question du chat, posée par AC Cinematics, qui va se destiner effectivement à Nicolas et puis à Benoît, mais à mon avis à vous trois aussi. Est-ce que des solutions comme celle proposée par Azure Drone existent avec des applications comme ça autonomes pour les pompiers aussi? Et est-ce que les pompiers fonctionnent exclusivement avec des téléopérateurs, ou est-ce qu'il y a une perspective d'autonomisation? Bon. Alors, quand il y a des incendies, qu'il y a des tremblements de terre, des tempêtes, etc., que la population est mise à l'abri, parte et que les infrastructures sont détruites, nous on y va. Donc généralement on arrive quand toutes les mesures de sécurité ou toutes les mesures qui normalement sont là pour fonctionner de manière automatique ou autre, elles sont détériorées. Donc on utilise généralement pas de l'autonomisation, de l'automatisation à certains moments, mais la partie humaine, de par sa capacité d'adaptation aujourd'hui à des situations qui ne sont pas prévues, démontre encore toute sa pertinence. Et donc là, aujourd'hui, on n'utilise pas de solution autonome en tant que telle, justement pour cette partie-là. Après, bien évidemment, on cherche à développer des parties d'automatisation et de nouvelles choses qui nous permettent, j'entendais, des cartographies, longue élongation ou autres, mais là, on y reviendra plutôt dans la deuxième partie de la table ronde pour nous. Oui, je vais peut-être répondre à la question. Est-ce qu'il existe des applications de nos drones pour les pompiers? On a fait une démonstration, c'était avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris il y a un peu plus d'un an, où on a démontré un cas d'usage qui justement pourrait permettre d'utiliser des systèmes automatiques, où on faisait, suite à détection d'une noyade dans la Seine, décollage automatique d'un système qui se positionne au-dessus de la victime grâce à l'intelligence artificielle, et puis largage d'une bouée, donc un premier élément de secours. C'est une démonstration qu'on a faite dans Paris pour illustrer justement les cas d'usage, et encore une fois la partie des cas d'usage qui pourraient bénéficier d'une plus grande automatisation pour notamment avoir de la réactivité. Ça dépend, ça nécessite d'être dans un environnement fixe et connu d'avance, donc c'est pas applicable effectivement à tous les déploiements que font les pompiers et à tous les scénarios de crise, mais sur ces sujets-là, oui, on a déjà fait des démonstrations et on va continuer à travailler sur la patrouille fluviale. Demain, tout le monde imagine et tout le monde, on est très sollicité pour aller aller déposer des défibrillateurs dans des zones reculées. Il ne faut pas oublier, mais je ne veux pas empiéter sur la deuxième partie de la table ronde, que merci. Il y a des contraintes et on fait les choses de manière progressive sur ces sujets. Voilà. Mais cette expérimentation avec les pompiers de Paris a été concluante. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Oui, et surtout eux, qu'est-ce qu'eux en ont retiré? Oui, eux sont effectivement très, très fans de la solution. On a pu la montrer à leurs plus grands responsables et en faire la publicité. C'était une première étape, comme je disais, et il y a beaucoup d'autres étapes qu'on est en train de travailler pour pouvoir passer de cette illustration d'un cas d'usage. Ce qu'on voit beaucoup dans le monde du drone, on voit beaucoup de cas d'usage qui sont illustrés. Le faire tous les jours et le faire de manière opérationnelle avec les autorisations et le système opérationnel, le système de maintien en condition opérationnelle, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi nous, à Azure Drone, on a pris le parti de commencer par quelque chose qui est simple, c'est un site sensible délimité. Ça nous permet de monter progressivement à des opérations qui sont de plus en plus complexes, et faire voler des drones automatiques dans Paris ou au-dessus de la Garonne, il y a un certain nombre de complexités qu'il faut traiter et qu'on s'attelle à traiter en ce moment. Voilà. D'accord. Avez-vous des questions ? Aucune question. Si.
Alors attendez, je vais vous apporter un micro. On a vu, vous avez évoqué la nécessité pour le déploiement de passer par les fourches codines des achats, où le déploiement d'une solution passe forcément par la finance. Voilà. Qu'en est-il pour la partie patrimoniale, sachant que vous avez parlé d'optimisation économique et les gains, enfin, soit économiques, soit temporels, apportés par ces nouvelles solutions, comment peuvent-ils être évalués et sont-ils évalués par rapport aux anciennes solutions que vous déployez pour vos inspections? Merci pour la question. Donc effectivement, c'est un point important, je dirais l'optimisation économique des interventions. Et comment on l'a abordé, c'est que si on avait dû faire l'intervention par des méthodes classiques, nacelle, mise en place d'échafaudage, plus tout le temps de traitement. Si je prends un exemple, on a fait intervenir un drone pour identifier en fait des absences de fixation sur des façades. Et donc ça, on a pu le faire en une demi-journée. L'IA a automatiquement identifié toutes les fixations et les endroits où elles manquaient. Donc ça a dû coûter 1 500 €, 2 000 €. Si on avait dû faire la même chose en déployant des moyens humains, nacelles, etc., je pense qu'on est à 5 fois plus cher. Et en fonction des sites et de l'importance, ça peut aller jusqu'à 10 fois plus cher par méthode traditionnelle. Donc le drone nous fait gagner un facteur 5 à 10. Et je suis sûr qu'on va pouvoir encore gagner là-dessus, comme j'ai expliqué, du fait qu'en une opération, on en profite aussi pour scanner notre patrimoine, le digitaliser, donc pouvoir demain avoir des maquettes BIM. Voilà, on fait tout un tas d'opérations en une seule, en mobilisant des moyens sur site. Donc c'est l'intérêt, ça s'inscrit bien dans les actions de digitalisation et la mutation de notre secteur. Et on en parlera après par rapport aux freins, parce que tout n'est pas rose non plus. Oui, parce que j'imagine que si ça vous permet de gagner autant de temps et d'efficacité, votre directeur financier devrait vous pousser normalement. Oui, mais je pense qu'il va le faire à un moment. Ah oui. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que on travaille sur une solution qui va nous permettre de massifier, de faire des choses aujourd'hui qu'on n'est pas en capacité de faire. Voilà. Donc forcément, il y a un investissement, il faut qu'on montre le ROI, il faut qu'on valide la faisabilité économique, etc., du moins et technique. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et effectivement, la prochaine étape, ça va être de massifier ces inspections en priorisant les patrimoines à risque, qui ont une certaine ancienneté, qui ont un certain mode constructif. Voilà, donc on va le déployer progressivement. Alors on a déjà empiété sur la deuxième partie. Avez-vous des questions avant qu'on enchaîne? Oui. Alors je vous apporte le micro. J'ai un assistant. Vous voyez, vous avez eu raison de ne pas poser la première question parce qu'on a embauché le premier à poser la question. Il est devenu l'assistant le 8e homme de la 8e participant. Merci. On vous écoute. Bonjour, Jean-Yves Dussault de la société Linred, qui est fabricant de détecteurs infrarouges. Vous avez un point commun dans la table ronde sur cette première partie. Vous avez tous évoqué à un moment donné soit une voie nuit, soit thermique, soit infrarouge. Je serais intéressé, soit maintenant, soit dans la deuxième partie de la table ronde, de savoir ce que vous mettez derrière en termes de besoins bande spectrale. L'infrarouge, on peut parler du proche infrarouge, du shortwave, midwave, longwave, very long wave. Et donc, quels seraient les cas d'usage que vous mettez en face de ces différentes bandes spectrales? Une question un peu technique, mais ce qui m'intéresse, si vous l'abordez maintenant ou plus tard. On est entre professionnels, donc je pense que la question, il va y avoir vous pouvez répondre. Qui Audrey? Je peux commencer à donner un premier élément de réponse. En termes de besoins dans chez les pompiers, feu d'incendie, il va y avoir la détection des points chauds, tout ce qui est localisation des points thermiques. On a aussi la détection de personnes, d'objets dans la nuit, donc plutôt lié aux applications de sécurité. Search and Rescue aussi, la recherche de personnes ne doit pas dépendre de s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc
nous, principalement, ces besoins-là ont été ressortis. Au niveau des services de secours, j'imagine que c'est important pour vous, ça. C'est ce que vient de dire Audrey juste à côté. C'est que effectivement, nous, c'est de pouvoir trouver des points chauds, les évolutions de l'incendie. Alors, il y a une expérimentation qui est faite notamment par le SDIS des Landes sur de la cartographie de fronts de feu en temps réel. On se rend compte que dans le cas des incendies, on se retrouve avec des panaches de fumée importants et de pouvoir, l'utilisation du spectre visible n'est plus suffisante pour pouvoir voir sous le panache de fumée à quel endroit se trouve le front de feu. Et là, pouvoir passer au travers potentiellement de nuages chauds pour pouvoir voir à quel endroit est le front de feu est pour nous un élément très important de décision, parce que ça conditionne toute la partie opérationnelle qui y a par derrière. Et je vais compléter, alors nous, exactement la même chose, trouver des êtres vivants parmi la végétation, donc quels que soient les êtres vivants, les animaux et les humains, pour faire du SAR, voilà, c'est pas très innovant. Et ensuite, du proche infrarouge à une VDI pour avoir une idée de la qualité des cultures aussi. Donc ça, c'est très important pour nous. Oui, allez-y. Oui, alors nous concernant, la thermographie, on l'utilise aussi pour l'inspection de nos installations équipements photovoltaïques pour détecter des défauts de connexion, des points chauds. Et puis ça peut être utile aussi pour identifier certains défauts au niveau structure. Du moins, des fois, ça fait comme des spectres et vous voyez s'il y a des zones qui sont désolidarisées ou autres. Voilà, donc, voilà pour l'instant les usages qu'on en a. Et puis la partie thermique, bien sûr. Oui, pour la surveillance. Donc pour la surveillance, typiquement de sites, on a quand même un besoin de nos clients d'avoir une bonne définition pour justement caractériser les menaces potentielles et notamment à distance. Donc ça, la détection avec un bon niveau de zoom et la détection avancée d'une forme ami ou ennemi, ça c'est important. Mais je vais peut-être élargir plus largement la question. Le point, c'est que aujourd'hui, on a besoin, en fait, le besoin exprimé par nos clients, on le voit ici, ils vont être vastes, ils ne vont faire que grandir. Donc on a besoin, je pense, nous tous dronistes, d'avoir des charges utiles françaises de haute qualité. Et donc je pense que ce dialogue-là, il faut qu'on l'ait, et parce que c'est important. On voit bien que imaginez des capteurs qui vont sur des drones, tout le monde va le faire. Plus l'accès aux drones est facilité, plus on va avoir besoin de capteurs de haute qualité et français. Une question du chat. Ouais, une petite question intéressante. On a beaucoup parlé de drones outdoor sur l'indoor et ça s'adresse notamment cette question aux pompiers. Comment est-ce qu'on travaille avec les drones suite au tremblement de terre, par exemple pour l'inspection de galeries, de choses comme ça? Alors, il y a autant d'utilisation de drones par les pompiers qu'il y a aussi de services départementaux en France. Donc chacun les utilise par rapport aussi à ses besoins propres. Aujourd'hui, la reconnaissance intérieure, en tout cas pour les SDIS d'Aquitaine, c'est pas forcément la priorité qui a été pointée dans les utilisations qu'on pouvait en avoir besoin. Mais bien évidemment, le drone est vraiment très vaste et le nombre d'utilisations est presque infini et ça fait partie des types d'utilisation qui bien évidemment pourra un jour être utilisé afin de limiter, le but c'est de limiter l'engagement et la mise en danger de nos personnels dans des situations particulières. D'autres questions sur le chat ? Alors, il y avait une ouverture, mais qui, à mon avis, a concerné le dernier point sur l'évolution avec l'intelligence artificielle. Donc, je me la garde pour plus tard. D'accord, on la garde pour plus tard. Donc, à l'attention de ceux qui nous rejoignent sur Jumpseat, vous suivez actuellement la première table ronde organisée dans le cadre de l'édition 2023 de l'UAV Show, le grand rendez-vous européen du drone civil professionnel. Et nous sommes en direct du parc des expositions de Bordeaux avec autour de cette table ronde, nous avons donc Nicolas Biloc d'Azur Drone, Christophe Lacaze de Scalian,
À ma droite, Stéphane Moreau de Domo France, Audrey Pan de Thales et le capitaine Benoît Isner, j'ai redit capitaine, du SDIS 33. Voilà. Donc la deuxième partie, on va essayer de voir quels sont les freins, et Dieu sait s'ils sont nombreux, multiples, variés et complexes, les freins qui font que les solutions que vous avez mises en place pour les uns, les attentes que vous avez pour les autres, pour l'instant sont freinées. Qui veut commencer à dresser la liste ? On a oublié de mettre un paperboard pour faire les... Nicolas ? Oui, je ne voudrais pas faire une litanie négative. Parce non, que, il ne s'agit pas de faire une litanie. Et je voudrais peut-être commencer par le sujet réglementaire pour dire voilà, c'est pas le plus drôle, mais juste qu'on a eu la chance en France d'avoir un environnement réglementaire qui a quand même permis l'émergence de l'industrie du drone, et en grande partie beaucoup d'acteurs qui sont présents ici. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra toujours traité. C'est-à-dire que le règlement va s'harmoniser en Europe, mais il est normal qu'on veuille réglementer l'usage des drones, parce qu'un drone, un objet volant, ça présente un risque air, un risque sol, et il va y avoir des événements, il va y avoir de la réglementation qui va s'ajouter. Donc c'est à nous, acteurs du monde du drone, d'accompagner l'autorité et de savoir justement travailler avec elle pour développer des solutions de plus en plus complexes là-dessus. Donc je dirais, c'est un frein, mais c'est comme dans toute l'émergence d'une nouvelle technologie, je pense qu'il faut qu'on sache, nous, jouer avec. Alors c'est vrai que c'est complexe à comprendre pour des personnes extérieures, et c'est pour ça, je pense que l'usage généralisé des drones pour des aspects professionnels se heurte encore à la compréhension par nos gros clients de cet environnement réglementaire. Voilà, donc c'est là où nous, justement, on apporte une facilitation de l'usage des drones pour traiter tout ce sujet réglementaire pour nos clients. Donc on fait de ce frein ou de cette difficulté une opportunité de développement pour nous. Alors quand on parle de réglementation, c'est très très vaste, parce que c'est de la réglementation qui porte sur la fiabilité du matériel, mais ça porte aussi sur le respect de la vie privée. Et ça, vous en avez un petit peu parlé. Comment on peut passer outre ? Parce que quand, par exemple, on parle de surveillance de foule, forcément, on a des caméras qui visent des individus. Et là, la réglementation ne l'autorise pas pour l'instant. Alors, il y a un décret qui est sorti au mois d'août de cette année, justement, qui nous propose la bonne utilisation, on va dire, par les bonnes personnes de l'intelligence artificielle pour la protection des biens et des personnes. Dans ce décret, il est dit que déjà tout le monde n'a pas accès à ces données. Il faut que ce soit des personnes qui sont habilitées, donc gendarmerie, police, sécurité civile. Et il est mentionné, par exemple, que tout ce qui est identification faciale est complètement interdite. On ne peut pas corréler des images et les mettre en interconnexion avec des bases de données à caractère personnel. Donc ça, c'est déjà une limitation dans les besoins, finalement, du corps du ministère de l'Intérieur. Je rejoins tout à fait Nicolas sur le fait que oui, il y a des points bloquants au niveau réglementaire aujourd'hui, mais ça va ouvrir aussi des nouvelles portes dans un avenir très proche, puisque maintenant les organismes EASA au niveau européen sont organisés, ils ont les ressources aussi pour avancer sur ces sujets-là avec les industriels, pour trouver aussi le bon équilibre entre qu'est-ce qui est acceptable en termes de niveau de sécurité pour le drone. Donc ça avance. Et puis j'ai envie de dire, tant mieux, il faut un garde-fou aussi. Je pense que personne n'a envie de voir des millions de drones au-dessus de notre tête sans qu'il y ait un minimum de sécurité au-dessus de nos têtes.
Donc là actuellement, on n'est pas tellement dans le minimum, on est plus dans le maximum là, au niveau garde-barrière, garde-fou, je veux dire. Le temps qu'on n'a pas montré le niveau de confiance qu'on peut avoir à ces systèmes drones, la réglementation n'autorise pas leurs utilisations. C'est aussi, nous, en tant qu'industriels, de s'améliorer, de monter en compétences, de monter les technologies qui existent aussi déjà en maturité pour montrer la fiabilité des systèmes et avoir les autorisations de demain. On parlait, là, lorsqu'on voit la réglementation sur les différents niveaux de la SORA, par exemple, les niveaux de la SORA. Qui est alors, la SORA, voilà, là il va falloir nous expliquer. Définition. Voilà. La SORA, c'est la méthodologie d'analyse de risque donc, que l'EASA a mis en place au niveau européen, mais qui est repris. Et qui se substitue aux scénarios, aux 4 scénarios qu'avait mis en place la France, la DGAC, dans sa loi de 2012. C'est ça, 2012. Hein, c'était un premier élément, mais la SORA va à un niveau supérieur puisque ils ont pris en compte des opérations plus complexes, des opérations au-dessus de la population aussi, par exemple, notamment, chose qui était inenvisageable dans les donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à la réglementation européenne, on a la possibilité de survoler des populations ? Lorsque les drones seront certifiés. D'accord. Donc voilà, on a un niveau SAIL 4, par exemple, qui autoriserait le survol au-dessus de 1500 habitants au kilomètre carré. Et la dernière étape, qui est le SAIL 6, où le survol de population irait jusqu'à 15 000 habitants au kilomètre carré. D'accord. Vous nous laissez sans voix. Donc ça veut dire que ça va dans le bon sens, mais ça y va doucement. On est tout à fait dans le bon sens, oui. Bon. Et du côté des services de secours, vous avez aussi des contraintes de cette nature ? Alors, pour parler effectivement, c'est plutôt sur la contrainte réglementaire. Hein. Dans la contrainte technique et matérielle, on voit la richesse des solutions qui sont proposées aujourd'hui sur ce salon. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas trop inquiet. Mais sur la partie réglementaire, comme vous l'évoquiez, nous, on a quand même un rôle à avoir, même si on peut avoir des dérogations. La réglementation le prévoit. On doit quand même assurer la sécurité des personnes, tant au sol que dans l'aérien. Et c'est un peu le même principe que lorsque l'on part en intervention avec nos véhicules avec un gyro 2 tons, on peut s'affranchir de la vitesse, de la limitation de vitesse. Pour autant, ça ne nous viendrait pas à l'idée de rouler à plus de 200 dans une zone limitée à 30. La réglementation française telle qu'elle était faite, aujourd'hui, nous était quand même assez pratique pour nous qui ne sommes pas, comme je le disais, des usagers du drone au quotidien. On sait à quel endroit, on sait à quelle distance, on sait à quelle hauteur on devait voler. Et ça, les scénarios étaient assez bordés. Le passage sur la SORA avec des études de danger qui sont, et des études de risque qui sont quand même très très spécifiques, pour nous, nous pose quand même des interrogations, même si ça va pouvoir certainement ouvrir notre champ des possibles et de savoir quelles sont les limites acceptables de risques que l'on peut prendre aussi dans le contexte opérationnel. Pour autant, ça sera certainement des choses qui seront à voir dans l'évolution avec la Direction générale de l'aviation civile. Pourquoi pas des scénarios de sécurité civile qui nous permettront à l'ensemble des SDIS, qui n'ont pas forcément les moyens humains aussi de pouvoir mettre une personne à temps plein sur des études de scénarios, de savoir jusqu'où ils peuvent évoluer. Alors, la SORA, on en reparlera dans d'autres tables rondes parce que c'est au cœur du sujet, notamment des missions longue élongation. Mais vous pouvez nous expliquer, parce que ça, je pense que c'est intéressant de préciser, combien de temps prend une étude? Parce que vous disiez on ne peut pas faire des études SORA, obtenir pour nos missions. Combien de temps
Alors pour l'instant, je ne peux pas vous répondre parce qu'on est encore sur les scénarios réglementaires, on vole encore sur les scénarios réglementaires tels qu'ils existent, mais ça fait partie des questionnements que l'on va devoir avoir très très prochainement, et le temps que ça va prendre, déjà quand on regarde le livre expliquant la méthodologie de Sora, ça demande de se poser 5 minutes en débranchant le téléphone. Un peu plus. Moi, je peux vous donner quelques informations puisqu'on a fait l'exercice pour nos clients. Donc 6 machines de 35 kg qui passaient leur temps à larguer des charges. Donc je rappelle que la Sora, vous avez compliqué un peu les choses, certifié que justement il n'y a rien qui tombe sur des humains, à 10-9, il y a un risque sur 1 million de tuer quelqu'un. Quand vos drones ils passent leur temps à larguer des charges létales, c'est pire que tout, parce que la Sora doit certifier, assurer que le drone ne va pas tomber ou qu'il n'y ait pas des morceaux de drone qui vont tomber. Nous, on le fait exprès, en plus on largue des charges. Donc sur un centre d'essai, ici, il y a quelques années, pour un client, ça nous a pris 8 jours de rédaction. Et on s'y est mis sérieusement, comme vous le dites, capitaine, en débranchant et les emails et les téléphones. Et après, ça a pris aux autorités 12 semaines, je crois, ou 8 semaines, entre 8 et 12 semaines, à nous donner le feu vert, sachant que ça n'avait jamais été fait. Donc, voler avec des drones de 35 kg, qui sont autonomes, je pèse bien mes mots, c'est pas automatique, sur une aire donnée ségrégée. Ségrégé, ça veut dire que vous êtes tout seul. Voilà, on sait où on va voler. Il y a des moyens de surveillance de l'évolution de ces machines, en justifiant de la définition des machines, donc aussi en assurant que ces machines elles n'ont pas été faites version bricolage. Ça nous a pris 8 jours à 2 personnes. Et ça a pris entre 8 et 12 semaines à la DSAC pour nous donner les autorisations. Sachant encore une fois que c'était une première. Visiblement, personne n'avait fait ça avant cette expérimentation, au moins ici, au CMA de l'époque. Audrey, vous vouliez préciser ? Il faut juste savoir l'appréhender aussi, cette nouvelle réglementation. C'est nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, les organismes de réglementation aérienne reçoivent des dossiers Sora qui font entre 4 et 70 pages. Je vous laisse deviner qui fait 70. Mais voilà, il y a une disparité énorme parce que c'est nouveau. Il faut le temps de la comprendre, et puis ça va créer aussi des nouveaux business autour de ça, sur la partie consulting. C'est de l'analyse de risque. On est dans l'aéronautique quand même. On va donner de plus en plus d'autorisations à des systèmes aériens. Pour moi, il me semble que c'est nécessaire. Une question sur le chat de Ace Cinematics, toujours lui. Qu'en sera-t-il justement demain des survols des drones qui vont pour sauver des vies, donc soit porter des médicaments, un défibrillateur ou quelque chose comme ça, qui devront survoler justement les populations? Est-ce que la personne en danger saura attendre 8 jours d'instruction de la SORA? Non, mais c'est pour ça que des opérations telles que celle-là, elles sont préparées en amont, justement. Juste pour un tout petit mot pour la SORA, nous les SORA, on les fait une fois par site, et ensuite on fait des milliers et des milliers de vols sur la base de cette SORA sur le même site, parce que justement on a un site défini. Lorsqu'il s'agira d'aller effectivement survoler des populations pour aller déposer du matériel médical, toute cette analyse, il aurait fallu qu'elle soit faite au préalable avec des stratégies de mitigation qui peuvent être opérationnelles, trajectoire de vol, système d'information, moyen de mitigation sur le drone lui-même. Notre drone est équipé d'un parachute, par exemple, pour diminuer le risque sol. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas dans Bordeaux des drones qui vont déposer des défibrillateurs. C'est parce que toute cette démarche-là, toute cette analyse-là, elle est à construire, et à construire avec la réglementation. Donc si je comprends bien donc, ce que vous dites, Stéphane Moreau ou Audrey Pan, c'est que la SORA, il va falloir apprendre à s'en servir, et puis, mais c'est la solution. En fait, c'est tout de même, alors
effectivement, je note la complexité pour des acteurs qui ne le pratiquent pas, mais c'est quand même une manière beaucoup plus élégante d'autoriser des vols sans passer par une certification complète d'un appareil. Si on avait dû certifier tous les appareils qui volaient, on aurait très très peu de ces appareils et à des coûts énormes. Donc il faut bien trouver un équilibre entre un vrai risque aérien ou un risque sol et puis voilà, la naissance et l'émergence d'industries et de services. Je trouve que c'est plutôt un bon équilibre, même si effectivement c'est une grosse contrainte. La perte des scénarios standards français est une grosse contrainte sur les opérations. Avant de passer donc à la dernière partie, c'est-à-dire sur toutes les perspectives de développement, et Dieu sait si elles sont nombreuses, avez-vous des questions? Alors on a des experts de la SORA, c'est le moment ou jamais. Hein. Mais il peut y avoir des questions sur autre chose, hein. Il y a sans doute. Non, non plus du côté du chat. Si une question. Alors attends. Est-ce qu'on pourrait envisager dans 2 ans, je parle à l'équipe de Techno West, des petits drones qui emmènent le micro? On fera signer une décharge à tous les participants. On doit faire une SORA pour ça. Oui, mais bon, vous avez 2 ans pour la préparer. J'avais une question sur la SORA. C'est une utilisation spécifique à un endroit spécifique, ou alors c'est l'utilisation spécifique à n'importe quel endroit? Ah, ça c'est une bonne question. Je fais partie de E-Cinematics, c'est moi qui pose les questions, mais comme j'en ai trop... Merci. Ouais, c'est lié à un document qui s'appelle un CONOPS, donc c'est la façon dont on va opérer le système, et cette façon elle est liée à une zone aussi. Donc on opère un système d'une certaine façon dans une zone dédiée, donc il faut la recommencer à chaque fois qu'on change et de l'opération et du site d'opération. Donc ça peut être un peu contraignant, mais voilà, c'est une façon de préparer les choses et d'obliger les gens à préparer les opérations. Alors en temps de crise, ça peut être un peu dommageable. Pour l'agriculture, le champ, il change pas trop normalement. Les opérations, elles sont assez récurrentes. En temps de guerre, bon, vous imaginez que la SORA, on n'en a pas besoin. Mais en temps de crise, pour les services de secours, par exemple, ça peut être problématique, parce que s'il faut préparer toutes les cas de figure possibles, bon, ben là, j'espère qu'ils passent sous dérogation en temps de crise. Voilà, c'est la seule solution aujourd'hui. Peut-être un complément, oui, on prend en compte différents facteurs. Il y a certaines caractéristiques intrinsèques de la plateforme directement, donc la dimension du drone, son énergie cinétique. Est-ce qu'on va l'opérer à vue, hors vue? Et après, il y a l'environnement aérien, terrestre aussi. Et c'est de là où on arrive vraiment à avoir tout ce calcul qui nous donne un certain résultat. Après, on va avoir aussi les moyens de mitigation. Comment on va pouvoir contrôler ce risque, qu'il soit aérien ou terrestre, et on va y apporter des solutions comme le parachute, comme d'autres plans qui vont permettre de limiter en fait et de montrer aussi aux autorités qu'on sait maîtriser ce risque et qu'il y a des contingences mises en place lors de l'opération. Ok, mais du coup, pour ceux qui l'utilisent déjà, c'est une nouvelle utilisation, une nouvelle demande de SORA par utilisation, ou alors la demande est simplifiée, vu qu'ils ont déjà fait de la demande au préalable pour d'autres cas? Il y a certains scénarios qui sont standards. Donc là, on fait du déclaratif sur comme les anciens scénarios S1, S2, S3 et S4 étaient décrits. Là, c'est la même chose, il y a des standards. Et après, si on est hors standard, là, on va rentrer dans cette analyse SORA. En revanche, lorsqu'on a des opérations qui sont récurrentes, on va aller chercher un LUC, donc un certificat d'aptitude télépilote exactement. Vous saurez mieux que moi dire le nom en entier, mais ce certificat va nous permettre en fait de réitérer la même opération dans un contexte identique, ce qui évite de refaire la manipulation à chaque fois. Merci. Merci pour votre question précise. Ah, encore une là-bas. Oui, mais on prend aussi les commentaires, mais avec le micro. Oui, Jean-Éric Chevillot, que certains connaissent et qui a déjà fait quelques SORA.
Je voudrais préciser quand même qu'il y a un point très très important dans la réglementation actuelle, hein, comme le disait Audrey. Il y a le niveau ultime qui est le LUC, qui permet de certifier un organisme, un opérateur, pour, dans un certain domaine de compétences, se valider lui-même ses propres études de sécurité. Ça, c'est le niveau, disons, de l'opérateur qui a acquis une certaine expérience et qui l'a démontré et qui a mis en place une organisation autour de lui pour le démontrer à l'aviation civile. Mais il y a déjà aujourd'hui, dans la mise en œuvre que permet la réglementation actuelle, le fait de faire des SORA génériques. Et par exemple, je l'ai fait pour un client très récemment, il a sa SORA, et maintenant, partout où il va en France, il envoie une fiche mission, et puis basta, il va voler. Parce qu'il a démontré on a généralisé son concept, on a fait de façon à ce qu'il ait une certaine flexibilité d'emploi, et la DGAC a validé le truc, et maintenant, il vole comme il veut. Oui, merci. Donc ça va toujours dans le même sens, hein, c'est-à-dire qu'on va finir par être à l'aise avec ces SORA, aussi bien du côté de ceux qui les déposent, de ceux que de l'autre côté, ceux qui les instruisent aussi. Donc, plus de questions. On passe à la troisième et dernière partie. Donc là, on ouvre un peu les perspectives et on va se donner le droit de rêver. Et par exemple, à quoi rêve un pompier ? Alors, on l'a un petit peu évoqué, hein, donc là, on rêve surtout de faire une communauté avec les SDIS d'Aquitaine, le GIP à TGRI, de façon à pouvoir tester de nouveaux scénarios en lien avec aussi les industriels et de pouvoir lancer ces expérimentations. Ça a déjà un petit peu commencé à germer dans nos esprits, mais d'aller soit sur l'augmentation de l'information apportée aux sapeurs-pompiers par de l'intelligence artificielle ou de l'ajout de cartographie, ou aussi après on disait donc au-delà des scénarios réglementaires que l'on utilisait aujourd'hui ou qui sont prévus dans la réglementation européenne qui couvre quand même 80-90% de nos opérations, mais d'aller au-delà, notamment dans de la longue élongation, de la surveillance nocturne sur le long terme, de la réalisation cartographique de sinistres de grande envergure, tous ces scénarios-là qui aujourd'hui n'étaient pas encore entièrement couverts par nos utilisations. Donc le champ des possibles est très très important en ce qui vous concerne. On voit que de toute façon, nous, on en est au début de l'utilisation du drone et que cette technologie a encore un très grand avenir et une possibilité de développement, très intéressante. Mais pour cela, il faudra, et c'était ce qu'on disait dans la deuxième partie, cet accompagnement réglementaire aussi, au-delà de la partie de la seule brique technologique. Est-ce qu'en Europe, il y a des pays qui sont plus avancés, qui utilisent plus? Alors, on parlait de la Grande-Bretagne. Je n'ai pas trop connaissance de ce que font les autres pays. Après, oui, effectivement, ça dépend effectivement des réglementations qu'ils peuvent avoir et de l'utilisation. Après, le drone pour les services d'incendie et de secours, c'est pas ce qui éteint nos sinistres, donc c'est pas le cœur de métier, c'est vraiment un ajout, une plus-value de haute capacité et spécialisée pour nous aider à réaliser nos opérations de secours. Donc, comme toute chose qui nous facilite nos interventions, après, et à voir quel investissement, tant humain, financier, que vous êtes prêt aussi à y concéder. Certains pays y concèdent plus que d'autres. Stéphane Moreau, vous rêvez de quoi? De beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai qu'en travaillant sur ce projet, on se rend compte que les potentiels sont très importants. Et puis on est, je dirais, dans l'univers du numérique, de la data. Du moins, le drone fait l'acquisition de beaucoup d'informations. Et l'enjeu, c'est comment bien les exploiter.
Il faut aussi qu'on soit sobre d'un point de vue numérique, parce que quand on fait une inspection, c'est plusieurs centaines de gigas à chaque fois, et il faut qu'on ne garde que l'information utile. Et comment cette information, on va l'utiliser, comment on va l'intégrer dans nos process en interne. Et l'enjeu, c'est d'arriver à ce que la mutation de l'entreprise sur la question de la data, on soit en phase avec le développement de ces outils pour gagner en efficacité. Et je m'explique que lorsqu'on va faire une inspection, on va identifier des défauts, on va les localiser. Derrière, on va évaluer la criticité, les interventions à faire. Et donc derrière, c'est tout le déroulé chez nous aussi de la commande, du process de commande, de suivi des travaux, etc. Et donc il faut qu'on arrive à intégrer tout ça dans nos flux si on veut être efficient, parce qu'on sait qu'à partir du moment où on va commencer à inspecter nos bâtiments, on va trouver des choses. Et derrière, notre crainte, c'est qu'on soit débordé par la masse de ce qu'on va devoir traiter. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on avance sur cette question. Donc, et l'autre élément, c'est on se rend compte qu'en travaillant sur le sujet, en étant en contact avec d'autres acteurs, il y a des travaux sur la modélisation, la prévision de l'évolution des défauts. Donc lorsqu'on a une photographie à l'instant T, il y a des outils qui vont nous permettre de savoir ce défaut il va évoluer comment dans le temps. Il y a des méthodes complémentaires, donc on voit, voilà, ça ouvre un champ important. Et ce que je dirais, c'est que maintenant le drone a pris une place dans notre activité très importante, et je pense qu'on ne pourra pas faire machine arrière aujourd'hui. Nicolas, vous, pour l'instant, vous êtes concentré sur la surveillance de sites industriels. Est-ce qu'on peut envisager d'autres applications? Alors, vous nous avez parlé évidemment des pompiers de Paris. C'en est une? Oui, on est 65 personnes à rêver ici à Mérignac chez Azure Drone, avec tous nos partenaires et puis tous nos clients et sur toutes les applications potentielles. Nous, ce qui nous fait, ce qui nous motive vraiment, c'est de donner accès au plus grand nombre à ce moyen aérien. Il y a deux sujets qui nous motivent particulièrement. C'est effectivement le secours aux personnes, qui en vision, effectivement, on aimerait vraiment jouer un rôle là-dessus. Il y a un deuxième, ce qui est la protection de l'environnement. On a un très beau projet avec l'Union européenne actuellement pour aller mesurer de manière récurrente l'émission de méthane liée à la fonte du permafrost dans des zones très reculées. C'est typiquement contribuer, mettre notre part avec notre outil drone, contribuer effectivement à ces deux missions qui sont la sauvegarde des personnes et de l'environnement. C'est partie des missions importantes et qui nous motivent tous les jours. Cet été, sur les côtes aquitaines, il y avait d'énormes problèmes de surveillance des plages, à la fois parce que le risque était important avec les baïnes, mais également parce qu'il manquait de personnel. Est-ce qu'on pourrait envisager votre solution adaptée à la surveillance avec des drones qui font des allers-retours Bien entendu, pour les phases amont de recherche, voire de fournir un premier moyen de secours avec l'objet de largage de bruit. C'était un petit peu tout cette roadmap qu'on a commencé à bâtir avec les pompiers à Paris, mais qu'on souhaiterait bâtir avec l'ensemble des forces de sécurité civile en France et au-delà. C'est typiquement un objet. Je pense qu'on peut se retrouver dans quelques UAV shows. Il y aura forcément des drones qui feront la surveillance, notamment lié au risque liés aux baïnes et aux noyades ici sur la côte. C'est une espèce d'évidence. Il faut que les choses se mettent bien en place entre la capacité réglementaire, on parle de surrôle de personnes, entre un point de départ et puis l'océan, il y a une plage, et donc il y a des personnes, donc il faut bien mesurer tout cela. Il y a également des protocoles opérationnels à mettre en œuvre. Une plage, c'est une zone ouverte, il y a des hélicos, il y a des parapentes, il y a des kites. Ce que je veux dire, c'est que le drone comme objet technologique est une partie d'une réponse complète, et c'est bien la réponse complète qu'il faut bâtir avec tous les acteurs. Est-ce que les Jeux Olympiques de Paris peuvent être un accélérateur pour les drones, ou auraient dû l'être? C'est plutôt aurait dû l'être. Oui. Je me suis repris. Oui. Non, mais oui, donc, je pense que les drones seront utilisés par les forces de police. Disons qu'il n'y a pas une démarche suffisamment anticipée de la mise en œuvre de systèmes innovants, drones, que ce soit. Il y a un petit donc ça veut dire que c'est une occasion ratée? Probablement sur ce point-là, oui. Probablement sur ce point-là, pour être très clair, nous on avait fait un certain nombre
on a beaucoup discuté avec l'organisation des JO, et voilà, pour tout un tas de raisons. Alors, on a toujours un espoir qu'ils se réveillent quelques mois avant et qu'on nous appelle, donc on est prêt. L'actualité pourrait peut-être les faire se réveiller, c'est sûr. Christophe, vous avez travaillé sur les Jeux Olympiques. Alors je vais répondre à votre première question de la séance. On y va progressivement. Mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. À travers une société qui appartient au groupe Scalion qui s'appelle Novean, on a fait l'étude sécuritaire des JO. Donc je ne suis pas habilité pour vous donner le résultat. Une chose est sûre, c'est il va quand même nous en parler un petit peu. Une chose est sûre, c'est que voilà, je rejoins mon collègue de gauche. C'est déjà trop tard, parce que même s'il y a des solutions, il faut les industrialiser, et là, ça ne s'invente pas, quoi. C'est pas parce qu'on a une maquette ou un démonstrateur qu'on a une solution industrielle qui répond à tous les cas d'usage et les conditions environnementales d'opération, et réglementaires, je ne vous en parle même pas. Donc c'est une occasion manquée, c'est sûr. Nous, on avait développé un système tout automatique qui écoute l'environnement et qui neutralise un intrus automatiquement sans aucune intervention. Vous avez une clé logicielle, vous êtes semi-automatique, et ça rejoint un peu les discussions précédentes. Si vous êtes en semi-automatique, il y a un humain derrière qui autorise le décollage et le tir, c'est-à-dire la neutralisation du drone dans un filet. Sinon, il faut être tout seul. Le système, il écoute, il est à poste. Et si jamais il détecte un intrus, il vient le neutraliser en automatique, sans rien attendre d'un humain. Donc aujourd'hui, sous forme de prototype, c'est disponible, ça fonctionne. Vous avez démontré l'efficacité. On a démontré l'efficacité à l'AID et la DGA. Et alors, ça bloque à quel niveau? Je ne peux pas vous dire. Non. Je peux pas. C'est secret ou vous n'avez pas? Non, j'ai franchement pas à identifier. J'ai franchement pas la réponse. Aujourd'hui, il y a des solutions. Oui, on n'a même pas parlé d'argent. Hein, oui. On n'a même pas parlé d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des solutions. Faut s'adresser aux gens qui décident et qui peuvent produire des solutions. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. Il n'empêche que, vous voyez, sans parler de menaces très dangereuse. Encore avant-hier ou hier, il y a un drone qui est venu voler des images de la Coupe du Monde. Non, rien que ça. Imaginez l'argent qu'ont mis les chaînes de télé pour retransmettre les matchs. Bon, ben, avec Mavic, vous voyez, à 1000 €, toujours acheter la Fnac, vous voyez. Vous mettez un live sur Facebook, vous n'êtes pas là, mais comme nous, hein, on a une latence de 3 secondes. Bon, je pense que les 3 secondes du match, ça ne va pas vous perturber trop. Il n'empêche que vous êtes en train de voler les infos de TDF ou autres chaînes de télé. Bon, ça, c'est pas normal, vous voyez. Pourtant, c'est pas une menace, hein, d'accord, on ne peut pas dire que ce soit une menace terroriste. C'est du vol. Voilà, neutraliser un drone qui n'a rien à y faire, aujourd'hui, c'est à la portée d'un industriel qui industrialiserait la solution, pour lequel il lui faut du temps et de l'argent. Ouais. Je conclue toujours sur la même chose. Audrey, chez Thales, j'imagine, c'est pas que j'imagine, j'ai vu fonctionner des systèmes de reconnaissance qui sont assez impressionnants. On ne pourra pas les utiliser pour les Jeux Olympiques ? Il y a des solutions qui seront utilisées pour le drone, bon, mais c'est trop tôt, que ce soit sur... Donc des solutions fixes au sol. Pardon ? Ce seront des solutions fixes au sol. Il y aura des caméras fixes. Il y aura certaines solutions. Et du coup, le drone, c'est pas grave sur les JO 2024. Il y a tellement d'autres sujets qui sont récurrents en France qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Il y a les frontières, il y a les côtes. En France, il y a quelques manifestations de façon régulière, qui reviennent régulièrement. Pas que tous les 4 ans, oui, c'est vrai. Voilà. Donc il y a énormément d'autres sujets, sécurité, surveillance aussi à traiter. Donc on a raté une occasion. Et la prochaine, ce sera quoi alors ? Pareil, je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus et sur les JO parce qu'il y a beaucoup d'autres occasions. Peut-être se rappeler quand même que la France sera quand même, fera voler un VTOL. Voilà, au moins ça c'est quelque chose sur lequel on un VTOL allemand, ouais. Exactement, mais ouais.
à Paris pour les JO. Donc ça, c'est déjà bien. Non, mais pour l'instant, on espère. Hein. On espère, voilà. On espère. Hein. On sera tous fiers. Les paris sont ouverts. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres sujets sur lesquels on voit, et ça à travers votre question, c'est un petit peu la vitesse de pénétration de nos technologies, nos services. On voit que peut-être par rapport à un espéré qui était un emballement, entre guillemets, une généralisation de ces moyens, on voit qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus progressif. Donc voilà, il y aura des rencontres avec les besoins, mais peut-être de manière plus posée et plus progressive que boum, on déploie des tonnes de drones sur un événement. Je pense que ça ne serait pas non plus souhaitable vu l'état actuel de la réglementation et puis des offres. Ok. Avez-vous des questions? Oui, une question tout en haut. Merci. Bonjour, Richard Simon, aéroport de Bordeaux et officier dans l'armée de terre. Est-ce que l'avenir du drone ne serait pas aussi dans la gestion du milieu, qu'il soit maritime ou aérien? C'est-à-dire? Est-ce que vous pensez vous orienter sur une utilisation ségrégée dans un espace ségrégué pour un drone, pour un volume de drone et un essaim? Ou est-ce que vous allez vers de la coopération, de l'interaction, l'interopérabilité, ou juste le mélange de plusieurs vecteurs dans un espace maritime ou aérien? Terrestre, ça va être un peu plus compliqué. Mais on verra. Alors, on va répondre à cette question, mais ce sera presque au cœur de la table ronde de cet après-midi sur la grande élongation. Évidemment, tout ce qui est espace ségrégué, tout ça, on en parlera cet après-midi. Mais vous pouvez répondre quand même? Oui, donc on peut faire un mélange de toutes les solutions que vous avez évoquées. On peut très bien faire une bulle active dans laquelle il n'y a que les essaims de drones ou quelques drones qui opèrent. Mais aujourd'hui, la solution que Scalian développe, qui est opérationnelle aujourd'hui, tient compte du milieu aéronautique conventionnel. Donc il suffit qu'on sache qu'il y a un avion ou un aéronef conventionnel avec son système d'identification. Et la flottille laisse en toute sécurité passer l'avion conventionnel. C'est déjà pris en compte aujourd'hui. Il n'y a aucun drone qui approche un avion conventionnel du moment qu'il sait se signaler. Voilà, on peut pas. Aujourd'hui, on n'a pas d'optronique sol qui détecte des aéronefs qui ne seraient pas identifiés. Tout comme les équipages au sol, typiquement, vous voyez, ça on l'a déjà fait aussi, le peu d'opérateurs qui restent au sol sont équipés de balises et il n'y a aucune machine qui les survole. La solution EasyChain fait qu'on ségrègue tous les espaces, que ce soit pour ceux qui volent, ceux qui voguent, ceux qui coulent et ceux qui sont encore en surface. Merci. Et puis merci à vous tous pour avoir participé et animé cette première table ronde d'une série de 4. Vous pourrez revoir le replay de cette table ronde. Il est disponible dès maintenant sur la chaîne Twitch. Alors, j'ai des petites cartes en plastique, des collectors. Hein, voilà. Vous pourrez venir les chercher, il suffira de flasher et vous pourrez le revoir en replay. Donc ça, c'était ma pub perso. Et il faut. Hein. Il n'y a aucun d'entre vous qui aviez prévu de le faire, ça. Donc voilà. Donc venez chercher des petites cartes. Ce sera aussi disponible sur le site de l'UAV Show et de Bordeaux Techno West. Voilà. Merci à vous tous pour cette première table ronde, pour votre disponibilité, parce qu'on avait un petit peu répété notre numéro avant, donc merci de nous avoir accordé du temps. Merci aussi au chat, c'était une expérience qui est assez concluante, donc on va la reproduire cet après-midi à partir de 15h. Merci à Adrien qui a bien relayé toutes les questions et qui a été le porte-parole du chat aujourd'hui. Il a gagné sa place cet après-midi à 15h. Et puis merci à Evans et à toute son équipe de l'ENI, de la société LENI, qui était
à la technique ce matin, qu'il le sera demain, cet après-midi, et puis les autres jours. Alors cet après-midi, on va parler, comme je vous l'ai dit, de grande élongation, et ce sera à partir de 15h, ici même. Voilà, à tout à l'heure. Au revoir le chat, à tout à l'heure, 15h.